Bonjour Galia Ackerman. Bonjour. Je suis ravi de vous retrouver. Je rappelle d'abord un conseil de lecture pour cet été, votre livre, Le livre noir de Vladimir Poutine avec Stéphane Courtois, c'est chez Robert Laffont. On va le voir encore aujourd'hui, beaucoup de choses essentielles ont été écrites il y a quelques mois par vos soins. D'abord à l'instant, cette dernière déclaration du ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov. À propos des F-16, il dit les F-16 en Ukraine seront une menace nucléaire pour Moscou. On ne va pas épiloguer sur ces mots-là, mais ça fait plusieurs jours, on le voit, que la Russie essaye de monter le ton. Ça a été le cas au moment du sommet de l'OTAN, une sorte de réponse par les mots. Et donc, la Russie a-t-elle les moyens de représailles aujourd'hui? A-t-elle la possibilité d'opérer des mesures de rétorsion contre l'Ukraine ou contre les Occidentaux? J'ai l'impression qu'à chaque fois que les Occidentaux s'apprêtent à livrer un nouveau type d'équipement militaire, d'armement à l'Ukraine, la Russie à chaque fois vocifère et ça commence à ressembler à ces cris au loup auxquels finalement personne ne croit. Ça ne veut pas dire que le loup ne viendra pas. Mais ça veut dire qu'on ne sait pas quand, à quel moment. Quelle sera la menace qui sera mise à exécution? Absolument. Mais je rappelle toujours que la Russie affirme depuis un bon moment qu'un pays nucléarisé, doté, comme on dit, ne peut pas perdre une guerre. Ouais. Et donc cette menace, elle plane toujours au-dessus de nous. Donc vous dites qu'il faut toujours l'entendre, malgré tout, il faut l'écouter? Il faut l'écouter, mais on ne sait absolument pas si cette menace peut être mise à l'exécution et comment. D'une part, Poutine est un trouillard. Un trouillard? Un trouillard, c'est notoire. Il se cache toujours. Vous savez, dans les premiers mois de la guerre, on l'a même dénommé Papy du bunker. Parce que, paraît-il, il passait le clair de son temps dans un bunker dans l'Ural. Vous dites ça aussi parce qu'on ne sait jamais clairement où il est et qu'il apparaît très peu publiquement, en fait. Absolument. Comme a expliqué un transfuge, en fait, il a des locaux identiques équipés dans plusieurs de ses résidences, de sorte que quand il parle avec ses téléphones obsolètes et tout ça, devant un écran plasma, on ne sait pas où il est. Et même, on ne sait pas exactement où il a été le 24 juin, pendant la mutinerie de Prigojine. Au moment où Prigojine et ses troupes montaient vers Moscou. Mais on sait aussi que pendant tout le Covid, il s'est terré. On se souvient de cette table très longue avec Macron, il prenait ses distances, etc. Il prenait ses distances. Donc, c'est pas sûr qu'il veuille appuyer sur un bouton nucléaire. Et ensuite, la mutinerie de Prigojine, il y a plusieurs leçons à tirer de cette mutinerie. Une des leçons, c'est que l'armée n'est pas à 100% acquise. Certes, les généraux ne se sont pas joints à la mutinerie, mais ils ont laissé faire. C'était ce qu'on appelait la grève italienne. Il y a eu quelques tentatives d'assaut sur ces colonnes qui convergeaient vers Moscou, des Wagnériens. Mais sur le sol, il n'y a pas eu de résistance. Au-delà des généraux, Galia Ackerman, on a vu il y a quelques heures sur l'antenne de LCI, par exemple hier chez Éric Brunet et Julie Hamet, aussi des militaires de terrain qui s'expriment, non pas pour remettre en cause la guerre, mais pour remettre en cause les conditions dans lesquelles elle se mène, en disant par exemple « Nous ne sommes pas prêts à affronter des chars avec des fusils ». Bon, la formule peut faire sourire comme ça, mais elle dit beaucoup de choses. Est-ce que c'est la réalité de l'armée russe aujourd'hui, au-delà des éventuelles distances avec Poutine, les critiques réelles et le ressentiment sur la manière dont tout cela se passe? Mais absolument. Vous savez, il y a un soutien assez important à la guerre au sein de la société russe, mais la manière dont cette guerre est menée, les informations qui parviennent du front, sont très critiquées, c'est-à-dire la couverture officielle dans les médias est très critiquée. Et c'est pour ça que les soi-disant blogueurs militaires, c'est-à-dire c'est parfois d'anciens journalistes, parfois d'anciens militaires qui vont au front, qui filment avec leur téléphone une petite caméra et qui ensuite racontent ce qu'ils ont vu sur des chaînes Telegram, etc., sont tellement populaires parce que les gens veulent savoir
la vérité. Et maintenant, la dernière nouvelle en général qui est limogé, le général Popov. Oui, Ivan Popov, alors je rappelle rapidement, il opérait dans le sud-est de l'Ukraine, sur l'un des lieux où la contre-offensive est la plus active, Orikhiv en l'occurrence. Et il a publié lui-même sur Telegram un message en disant qu'il avait été démis de ses fonctions parce qu'il aurait dit à ses supérieurs la réalité de ce qui se passe sur le terrain, à savoir manque de tirs de contre-batterie, manque de moyens de reconnaissance, pertes massives, blessés provoqués par les Ukrainiens. Ça veut dire que le commandement russe ne supporte pas la critique, ne supporte pas de voir la réalité ? Bien sûr, mais vous savez, je pense qu'il s'agit quand même d'une faille beaucoup plus profonde. On ne peut pas accuser seulement Shoigu et Gerasimov. Ils ont peut-être, ils n'ont pas été parfaits, mais je crois que la conception même de cette guerre a été erronée. Pourtant, ce sont le ministre de la Défense, le chef d'état-major, ce sont les responsables suprêmes. Mais attendez, ce que je veux dire, vous savez, je vous donne un parallèle historique. C'est le fameux Blitzkrieg d'Hitler. Hitler envahit l'Union soviétique et il est persuadé qu'en quelques semaines, il va occuper la partie européenne de l'Union soviétique, repousser les Rouges vers l'Ural et au-delà de l'Ural vers la Sibérie, parce qu'il comptait sur le mécontentement du peuple soviétique. Et en effet, après les grandes purges, le Holodomor, la collectivisation, l'industrialisation forcée, il y a eu des millions de mécontents. Mais quand il y a eu une guerre et qu'il fallait défendre la patrie, tout cela est parti à l'arrière-plan. Et donc, après quelques succès, comme vous savez, Hitler a été repoussé sous Moscou, etc. Mais il n'était pas préparé à une guerre longue. C'est ça que je veux dire. Et pareil, la conception même de cette guerre, ça devait être une guerre éclair. L'armée a été préparée pour une guerre éclair. Elle n'était absolument pas préparée, ni en quantité d'armement, ni en quantité d'hommes, ni même en stratégie. À cette guerre-là. La difficulté de recrutement, Galia Karman, on la voit d'ailleurs encore aujourd'hui. Ça fait 1 an et demi que la guerre a commencé. On en est encore à faire appel au secteur des travaux publics en Russie, à coller des affiches un peu partout pour tenter de faire venir des hommes. Comment se fait-il que les Russes ont tant de mal à mobiliser, à attirer vers leur armée et à constituer les effectifs ? Mais je dirais que c'est tout simple, c'est parce que ce n'est pas une guerre où le peuple doit défendre sa patrie, c'est une guerre de conquête, c'est une guerre impérialiste. Mais les gens, quand je dis qu'il y a une grande partie de la société qui soutient la guerre, il y a eu des études qui ont été faites, c'est pas parce qu'ils veulent nécessairement les gens conquérir l'Ukraine. D'ailleurs, je pense que tout le monde sait déjà que l'objectif n'est pas réaliste. Mais parce que, c'est mon pays qui fait la guerre, puisqu'on l'a commencé, il faut qu'on gagne, par réflexe. Mais entre cela et le désir d'aller laisser sa peau au front, il y a une sacrée différence. À tel point qu'il faut carrément en faire appel aussi aux Tchétchènes. On a vu un reportage sur notre antenne de Jérôme Garot, notre envoyé spécial, avec Romain Reverdy et Elena Dabak. Des Tchétchènes qui sont donc envoyés par le président Ramzan Kadyrov, le président tchétchène. Ils interviennent en particulier dans la région de Belgorod, nous montrait Jérôme. Je rappelle, c'est une région qui a été ciblée justement en territoire russe par des attaques ces dernières semaines. Ça veut même dire que les Russes ne sont pas capables par eux-mêmes d'assurer la sécurité sur leur propre territoire. Écoutez, les Tchétchènes font partie, la Tchétchénie fait partie de la Fédération Russie. Donc, dans ce sens, c'est tout à fait légitime d'envoyer les Tchétchènes, comme envoyer les Bouriates, etc. Mais en même temps, ça montre que, en effet, Poutine et le commandement militaire rechignent à trop toucher aux Russes. C'est-à-dire, ils n'ont jamais déclaré la mobilisation générale. À quoi appellent ce qu'on appelle les turbo-patriotes, c'est-à-dire les plus extrémistes. Les plus extrémistes, ils veulent pas introduire l'état d'exception, etc., etc. Ils essaient de garder une sorte de normalité. Et en effet, tous les gens qui vont à Moscou le disent. Moscou est en fête, Moscou est en liesse, Moscou est une ville très riche.
et on a l'impression qu'il n'y a pas de guerre. Une forme de vernis, de vitrine. Et donc opération militaire spéciale quelque part, mais chez nous, grosso modo, tout va bien. Si on commence à recruter en masse à Moscou, à Saint-Pétersbourg, dans les autres grandes villes, etc., là, ça changera la nature. Ça pourrait changer la nature. Je voudrais vous entendre sur des mots qu'a prononcé Emmanuel Macron hier à propos de la Russie. Il dit « La Russie est fragile militairement et politiquement plus que d'aucuns le disaient ». Et il parle même d'une faiblesse du pouvoir russe. Est-ce que vous voyez la même faiblesse militaire et politique aujourd'hui et du pouvoir russe? Absolument. Je pense même que la décision de Macron de fournir donc les Storm Shadows français à l'Ukraine, de même que, par exemple, les deux récentes décisions du président turc Erdogan, à savoir, d'une part, il fait partir les commandants du régiment Azov vers l'Ukraine. Il a laissé Zelensky rentrer effectivement avec ses prisonniers qui auraient dû rester en Turquie. Voilà, et eux, ils ont déclaré, une fois qu'ils sont rentrés en Ukraine, ils ont tout de suite déclaré qu'ils allaient se battre. Donc, et puis, finalement, il accepte l'adhésion de la Suède à l'OTAN. Pourquoi ? Parce que lui aussi, il connaît les faiblesses de Poutine, il les sent, et il fait ce qui lui est plus profitable, théoriquement. Maintenant, je vous explique peut-être en 2 mots en quoi consiste, à mon sens, la faiblesse. Oui, alors juste avant de vous expliquer, juste pour bien comprendre ce que vous dites, c'est la question cause ou conséquence. C'est parce que Poutine est faible, pour vous, qu'Emmanuel Macron et Erdogan, dans 2 styles totalement différents et sur 2 sujets différents, agissent comme ça. C'est pas dans l'autre sens. Ce ne sont pas leurs décisions à eux qui affaiblissent Poutine aujourd'hui. Bien sûr, leurs décisions à leur ça tour va dans les 2 sens. Affaiblissent Poutine, mais ils ont pris ces décisions. Ils ont fait le constat. Parce que les experts probablement pensent que Poutine est affaibli. Et je vous dirais pourquoi, à mon sens, il est affaibli. Dites-nous. Je crois que ça n'a pas commencé au moment de la mutinerie de Prigojine. Ça a commencé probablement des mois plus tôt. Quand, vous savez, cette rupture, cette brouille entre Prigojine et Shoigu, ministre de la Défense, ça dure depuis plusieurs mois. Et ça va crescendo aussi depuis des mois. Maintenant, la structure du pouvoir en Russie, on l'a constaté à plusieurs reprises, notamment dans ce livre noir que vous avez évoqué, c'est que c'est un pouvoir mafieux. Et à la tête de la mafia d'État se trouve Poutine. Maintenant, si vous regardez l'organisation, par exemple, de Cosa Nostra et de toute mafia, il y a quelque chose, l'une des obligations les plus importantes d'un chef de la mafia, c'est de régler les conflits entre ses subordonnés. Poutine aurait dû intervenir beaucoup plus tôt et tuer dans l'œuf ce conflit. Comment ? Je ne sais pas. Il ne l'a pas fait. Est-ce qu'il n'a pas voulu parce qu'il a voulu ménager la chèvre et le chou ? Est-ce qu'il n'a pas pu parce qu'il est faible ? Mais en tout cas, il a failli à ses obligations. Et comme dans le monde de la pègre, dans le monde du pouvoir, ça ne se pardonne pas. Et donc, la mutinerie est déjà la conséquence de sa faiblesse. Ensuite, comment il s'est comporté pendant la mutinerie? D'abord, il y a eu le silence de plusieurs heures. Moi, j'ai regardé les chaînes russes. Ils montraient des émissions, y compris des émissions humoristiques, comme quoi il ne se passait rien. Ensuite, il y a eu une déclaration très sobre, une annonce très sobre de ce qui se passait, assez véridique. Et ensuite, il y a eu donc le discours de Poutine qui parle du poignard dans le dos, qui parle de la trahison. C'est sur le thème de la trahison, en effet. On annonce qu'il y a des poursuites. Les poursuites sont abandonnées quelques heures plus tard. On annonce que Prigojine va en Biélorussie. Il ne va jamais en Biélorussie. Ensuite, il s'avère qu'il négocie avec Poutine. Il l'a rencontré avec 35 commandants de Wagner. Voilà. Ensuite,
ensuite, ce matin, j'apprends que les sociétés de Prigojine ont de nouveaux contrats. Donc il n'y a pas de dissolution de l'empire Prigojine, de Wagner, de Concorde. Il y a quand même cette reddition oui. le transfert des moyens techniques. Les 2000 équipements hier, 20 000 armes légères, voilà. Certaines armes lourdes qui sont remises à l'armée russe tout de même. Voilà. Maintenant, le sort de Prigojine n'est absolument pas scellé. Les rumeurs courent que Poutine s'est laissé convaincre que ce putsch n'était pas contre lui, mais contre Gerasimov et Shoigu. Et Prigojine appartient au premier cercle de Poutine. Encore aujourd'hui? Je pense qu'encore aujourd'hui, en tout cas, il a appartenu pendant plusieurs années parce que on n'a pas assez apprécié. En fait, c'est une figure de nuisance, bien sûr. C'est le grand vilain du régime, mais c'est une figure très importante parce que son usine à troll a contribué à l'élection de Donald Trump, est intervenu dans d'autres élections. Ne me dites pas que c'était son initiative privée. Ensuite, vous dites que tout cela est fait de concert avec Vladimir Poutine. Mais bien entendu, la présence de Wagner dans 13 pays africains, les combats de Wagner en Syrie, c'est la conquête, ou même, je dirais, la reconquête de l'Afrique qui a été assez acquise aux soviétiques, jadis, est une des priorités politiques de Poutine. Mais ça veut dire pour vous que Prigojine n'a pas à craindre pour sa vie, comme on a pu l'entendre, certains qui disaient c'est la fin de Prigojine, c'est la fin de Wagner, et on ne le reverra plus. Non, on reverra parce que le problème de Poutine, c'est qu'il peut pas facilement remplacer Shoigu. Il va certainement le faire, mais on ne sait pas est-ce que ça va être demain ou après-demain. Mais il ne peut pas se passer de Wagner parce que Wagner, c'est Prigojine et Prigojine, c'est Wagner. Et il en a besoin, en particulier en Afrique. Et il en a besoin, et peut-être il en aura encore besoin, même en Ukraine, tôt ou tard. Donc, et peut-être aussi, Prigojine connaît des secrets inavouables. Qu'il conserve précieusement. Je reviens juste, Gali Ackerman, sur ce que vous disiez sur Poutine et sur la situation de Poutine. Il y a quelques jours, je crois, nos confrères suisses de la Tribune de Genève, vous disiez quelque chose comme une comparaison comme Hitler, Poutine joue sa survie et ira jusqu'au bout. En quoi vous voyez aujourd'hui sa capacité à aller jusqu'au bout? Par quoi ça passe, en fait, aller jusqu'au bout? Vous savez, pour Hitler, c'était clairement la défaite militaire et aussi l'écroulement de son rêve de bâtir ce Reich millénaire. Maintenant, ce que veut bâtir Poutine, ou aurait voulu bâtir Poutine, c'est aussi une sorte de nouveau Reich où la Russie récupère ses terres dites historiques. Donc son empire. Et où Poutine peut être proclamé un bâtisseur de l'empire, à l'instar d'Ivan le Terrible et de Pierre le Grand. Maintenant, si tous ces rêves s'écroulent, Poutine sait qu'il va perdre non seulement le pouvoir, mais aussi probablement sa vie et probablement ses richesses. On avance les chiffres que je n'ai aucun moyen d'étayer. Parce qu'on parle qui de 50 milliards de dollars, qui de 100 milliards de dollars, qui même de plus que ça. C'est-à-dire, Poutine est l'un des hommes les plus riches de la Terre. Mais cet argent, peut-être en partie, il y a des comptes numérotés dans les îles Caïmans ou je ne sais pas où, mais il paraît qu'il a quand même plusieurs porte-monnaies. Mais de quoi a-t-il tiré ces ressources? Comment est-il arrivé à accumuler une telle fortune? Je vais vous expliquer. Donc, juste un mot. Mais vous savez, quand vous détenez l'argent de quelqu'un, et ce quelqu'un disparaît ou ne peut plus vous demander de lui rendre les sous, est-ce que les sous seront rendus? Vous voyez, c'est-à-dire que Poutine, il risque non seulement son poste, il risque aussi sa richesse et peut-être sa vie. C'est ça qui pourrait
le pousser d'aller jusqu'au bout, y compris s'il faut appuyer sur le bouton nucléaire. Et c'est là que je pense, comme j'ai dit, que ces militaires pourraient ne pas le suivre, pour notre plus grand bonheur. Espérons-le, c'est au moins une raison d'optimisme. On arrive déjà à la fin de cet entretien, Galia Ackerman. Un grand merci d'avoir été encore avec nous ce matin. Je rappelle donc le livre noir pour cet été, une très bonne lecture.